Lire, c'est s'auto-former. La lecture est la meilleure option d'apprentissage car à travers elle, nous voyageons sans pourtant se déplacer. Ravi et très contente de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Mon œuvre, mon espoir. Mon œuvre, mon espoir est une émission dans laquelle nous invitons des artistes ou des écrivains pour qu'ils puissent nous partager leurs productions. Pour ne pas manquer nos émissions, abonnez-vous sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média ou sur notre site internet à www.actuelmedia.net. Alors, chers amis, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la poésie à travers le recueil de poèmes de Modibo Ibrahim Kanfo. Le livre est intitulé Devoir de changement. Nous allons parler de ce genre noble, ce genre qui nous pousse à réfléchir. Alors nous allons réfléchir ensemble sur les livres de Modibo Ibrahim Kanfo. Il est avec nous. Bonjour Ibrahim Modibo. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va, les activités? Tout se passe bien. La journée ça a été, j'espère. Ça va, ça va. C'est génial. Alors, quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Bon, juste des remerciements de m'avoir invité. Je remercie Actuel Média. Je remercie le directeur qui a l'habitude de répondre présent à toutes nos invitations. Je remercie également M. Nabombo, Mohamed Nabombo, qui a l'habitude de m'inviter sur le plateau de l'Actuel Média. Et je vous remercie également, les techniciens et tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, merci. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté ou d'être là aujourd'hui. Merci à vous également. Alors, Devoir de changement est un recueil de poèmes composé de 15 poèmes. Et ce sont des poèmes qui motivent, qui donnent de l'espoir, qui conseillent, qui parlent de la nature de l'homme, du patriotisme, de la guerre, de la séparation, de devoir. Et c'est un recueil qui parle surtout de l'amour, n'est-ce pas Ibrahim Kanfo? Tout à fait. Je corrige Modibo Ibrahima. Modibo, donc de ne pas dire Ibrahima sans Modibo. Ah d'accord, déjà si on vous appelle par le prénom de votre père, ça... Déjà ça c'est une fierté ou bien? Ok. D'accord, oui, je dirais que effectivement, Devoir de changement parle de tout ce que vous avez dit. Ça parle d'abord du changement, le mot-clé c'est le changement. Le livre a été écrit en 2020 et en 2020, pratiquement tout le monde parle de changement, changement sur le plan politique, changement sur le plan social, changement sur tous les plans. Et moi, j'ai voulu aborder ces plans dans mon livre. J'ai voulu ajouter également le changement sur le plan stylistique et littéraire. Ah, mais vous rentrez là dans le vif du sujet comme ça. Si vous rentrez comme ça, on ne va pas trop parler. Hein. D'accord. Ah, voilà. Ouais, vous pouvez continuer. Moi, j'allais aussi vous poser la question. Déjà, vous marchez déjà sur ma langue. Et là, vous parlez, comme vous le dites, vous parlez de changement. Nous allons, si on essaie aussi de voir le paratexte, il y a aussi ce dessin-là qui illustre ce que vous êtes en train de dire. La montre là qui a une partie qui s'envole. Ça illustre un peu ce que vous dites. Bon, tout lecteur est libre d'interpréter ce qui se trouve sur la couverture. En fait, la couverture n'est pas une de mes propositions, contrairement, par exemple, à mon premier livre. Devoir, au-delà de l'apparence, là, j'ai proposé ce qui se trouve sur la couverture, mais au niveau de Devoir de changement, puisqu'on parle de temps, de changement à travers le temps, l'édition m'a proposé un dessin qui concerne une montre. Donc, je l'ai validé comme ça. Parce que le livre aussi parle de temps, le livre parle de changement dans le temps. En tout cas. Et aussi, oui, le titre, là vous dites le devoir de changement. Vous étiez en train déjà de l'expliquer, continuez. Justement, nous devons aller vers le changement. Devoir de changement, le titre est composé de deux mots-clés, devoir et changement. Changement sur tous les plans. Changement sur le plan sociopolitique, changement sur le plan comportemental, changement sur le plan littéraire. Il faut aller vers ce changement-là. Quand nous prenons par exemple le changement sur le plan politique, je dis que le livre a été écrit, publié en 2021. C'était un moment de trouble. On se disait que politiquement ça n'allait pas, il faut aller vers le changement, Alors l'écrivain, la meilleure façon pour l'écrivain de réclamer le changement et de passer le message qu'il a à véhiculer, c'est à travers sa plume. C'est pourquoi moi j'ai pris ma plume pour réclamer ce changement-là. Alors ce changement ne peut pas aller seulement à travers le changement de comportement des dirigeants, il faut un changement de comportement du peuple aussi. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent aujourd'hui il faut aller vers un changement de mentalité plutôt que de parler seulement de Malikoura. Donc il faudrait que le peuple aussi change. Si nous changeons, les gouvernants aussi changent.
ça va être un changement, un bon changement et un changement efficace. Alors c'est pourquoi dans un poème dans le livre, le poème s'intitule pour changer notre état, c'est-à-dire pour changer notre comportement, notre pays, pour changer notre pays, notre comportement doit changer. Donc, je peux parler un peu de changement sur le plan stylistique. Dans le livre, il y a beaucoup de modernité là-dedans. Je ne sais pas si tu avais une question qui Bien sûr. Là, maintenant, on va aller doucement. D'accord. On va aller doucement. Il ne faut pas que l'on rentre brusquement dans tout le contenu du livre parce que ça serait un peu trop court. Sinon, je serais à court des questions aussi. Hein. Ok. Mais les professeurs veulent trop parler. D'accord. Déjà, voilà, maintenant on peut entamer avec ce que vous dites là maintenant. D'accord. Et parlons maintenant des changements dont vous parlez. D'accord. Vous parlez, là, quand on prend le livre, le contenu, le style maintenant, le changement n'implique pas seulement le contenu, le style aussi a touché. Tout à fait. Ce changement-là s'applique, sinon ce changement-là se voit à travers plusieurs dimensions. C'est-à-dire quand nous prenons d'abord la forme des textes, c'est-à-dire la structure des textes. Vous avez dit au début, nous sommes avec la poésie. On constate que les poèmes respectent une forme. Sinon d'ailleurs deux formes. Les deux formes, je les appelle la canphonienne et le canphonien. C'est-à-dire quand nous prenons la première forme qui est la canphonienne, ça, c'est un poème de 100 vers. Et dans ces 100 vers, on voit que les strophes sont structurées en 8. Les 8 ans. Les 8 ans jusqu'à 12 fois, c'est-à-dire 12 strophes de 8 vers, plus un quatrain qui complète ça à 100. Le refrain. Voilà. Maintenant, lorsque vous remarquez les 8 ans, vous allez trouver que c'est toujours le refrain de 4 vers plus un couplet de 4 vers. D'habitude, les refrains viennent après. Mais une autre modalité consiste à faire venir les refrains d'abord, après faire venir les couplets. Mais lorsque nous prenons la deuxième forme qui est le canphonien, on se rend compte que c'est l'inverse. Au lieu de 8 vers 12 fois, cette fois-ci, c'est 12 vers, c'est-à-dire des douzains, 8 fois plus un quatrain, ce qui va faire également 100. Ça, c'est une première modernité qui consiste à écrire une forme de poème de 100 vers. Une deuxième modernité est que dans cette forme-là, on commence toujours par des refrains et on finit par le couplet. Ça, c'est dans chaque strophe. On commence toujours par le refrain et on finit par le couplet. Ça, c'est une autre modernité. Une autre modernité consiste, si vous avez lu le livre, vous allez voir qu'à la fin de chaque poème, il y a le début du poème suivant qui est annoncé. Bien sûr. On retrouve le titre du poème. J'allais en venir. Justement, ça aussi, c'est une modernité stylistique, bien sûr. Au-delà de cela, il y a aussi un mélange de genres dans le contenu. Il y a un poème là-dedans où il y a même l'alphabet phonétique international. Il y a même d'autres langues qui... Tout à fait. Donc le bamanankan, l'anglais. Il y a quelques mots. J'ai dit la langue anglaise. Justement. Donc il y a bamanankan, il y a le français, il y a même, je crois, un mot sorin là-dedans, kamba. Donc il y a un mélange de langues. Donc tout cela entre dans le cadre de la modernité. En tout cas, et à travers ce recueil, vous avez créé de la différence, en tout cas, comme vous l'avez dit, à travers vos poèmes à la canphonienne et au canphonien. Alors, moi, je suis curieuse de savoir d'où vous est venue cette idée, cette inspiration, cette motivation-là d'écrire des poèmes comme ça. Bon, je ne vais pas faire comme la plupart des auteurs, je l'ai dit dans un de mes livres qui va apparaître bientôt. Quand on demande à un écrivain, mais comment vous faites pour écrire ça? L'écrivain est excité, il se met à dire des choses extraordinaires. Bon, je pense que ce n'est pas extraordinaire justement d'où je tire mon inspiration. L'inspiration est quelque chose de fluide et difficile à capter. Dire que moi, je ne trouve mon inspiration que comme ça. Certains pensent qu'il y a certains même qui disent que pour écrire, il faut attendre la nuit pour pouvoir écrire. C'est en ce moment qu'on est inspiré. Non, c'est parce que la nuit, il y a certains qui peuvent travailler dans le calme. Donc la nuit, généralement, il n'y a pas assez de bruit, donc on arrive à travailler. Se concentrer. Voilà. Certes, chacun est inspiré d'une certaine façon, mais moi, je ne suis pas inspiré d'une manière extraordinaire. Moi, je m'inspire généralement du changement. Quand je parle du changement, on va encore aller au-delà du devoir de changement. Le voyage, par exemple, est un facteur de changement pour moi parce que je change d'un milieu pour aller dans un autre milieu. Donc, il y a changement dans le sens géographique. Je quitte un lieu pour aller dans un autre lieu, ça m'inspire. Tout ce que je vois, les forêts, le village, tout ce que je vois,
Ça m'inspire. Et qu'est-ce qui m'inspire encore? Des événements imprévus ou encore des événements surprenants que je vois tout au long de la journée. Ce sont des choses qui m'inspirent. Par exemple, je vois tout à l'heure un accident, ça peut m'inspirer. Ou encore, je viens trouver tout à l'heure que deux personnes sont en train de se chamailler, alors que je ne pensais pas que ça pouvait arriver, ça peut m'inspirer. Donc moi, je m'inspire un peu du changement. Mais il y a toujours, au-delà du cadre général, il y a toujours des particularités. Des fois, je m'inspire, je ne sais même pas comment je suis inspiré. Tu es sur la moto, tout de suite, les mots te viennent. Ou encore, tu es couché, tout de suite, les mots viennent. Donc il arrive aussi que je m'inspire comme ça et je me mette à écrire. Ok, mais ça c'est peut-être concernant les thèmes ou le sujet dont vous voulez aborder dans le livre. Mais maintenant, parlons de ce style-là. D'où vous est venue cette idée, l'idée de votre style d'écriture? Bon, moi, mon style d'écriture, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. D'abord, si vous remarquez un peu dans mes livres, vous allez vous rendre compte que je fais un peu recours à la science, c'est-à-dire même lorsque vous allez lire Devoir de changement, il y a des jeux de calcul derrière. Il y a un jeu de calcul, quand il fait, tu vas voir la superficie du Mali. Ah bon, j'ai quand même remarqué des nombres. Voilà. Par exemple, au début des... Justement. En tout cas, il y a des chiffres qui apparaissent. Tout à fait. Et ces chiffres ne sont pas là par hasard. Par exemple, lorsque vous allez prendre le premier poème, à la fin du premier poème, là où il y a le titre du deuxième poème, ce titre-là apparaît au niveau du premier vers après le refrain. C'est pourquoi il y a petit tin en haut. Bien sûr. C'est-à-dire, si ça devait apparaître comme cinquième vers après le refrain, j'allais écrire petit 5. Mais les chiffres qui se suivent, lorsque vous allez écrire ces chiffres-là, lorsqu'ils se suivent, lorsque vous allez lire, vous allez voir que ça donne la superficie du Mali. Mais au-delà même de la superficie du Mali, il y a d'autres jeux de calcul. Et même dans ce premier livre, ces jeux de calcul continuent. Par exemple, quand tu prends le poème le plus long qui fait 66 vers, tu le divises par le nombre de vers du poème le plus court qui est 3 vers. 66 divisé par 3, ça te donne 22. J'ai écrit ce livre quand j'avais 22 ans. Donc il y a déjà un sens scientifique, il y a déjà une quête vers la science dans mes différents livres. Il y a certains qui font attention à cela, il y a d'autres qui ne prêtent pas attention. Moi, je pense que cela vient déjà de mes orientations au lycée. Au lycée, je voulais faire les sciences. Raison pour laquelle on a des chiffres. Voilà, et justement, je pense que je suis allé en lettres, ça m'a beaucoup aidé à devenir écrivain. Je n'ai jamais pensé que j'allais devenir écrivain un jour. Ah bon? Quand je suis allé en lettres, mon papa m'a convaincu pour rester en lettres puisque mon frère était déjà en sciences. Et je suis allé en lettres comme ça, de 10e lettre, à l'époque c'était 10e lettre ou le 10e CG. Je suis allé en 11e lettre. Et c'est en 11e lettre que j'ai vu la versification et j'ai commencé à écrire. Vous voyez un peu. Mais déjà, j'étais animé de cet amour vers la science qui apparaît, qui revient tout le temps. Et c'est pourquoi même quand je vois les littéraires généralement de la TLL, qui au bac, on se rend compte qu'ils ont 1, 2, 3. Moi, ça me surprend. Au bac, moi, j'avais 16 ou 17 si j'ai bonne mémoire. Parce que j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup la science. Voilà, donc ça, c'est une raison pour aller vers ça. Au-delà de cela également, moi, j'ai toujours été animé quand j'écris. Je me dis toujours, est-ce que moi, je peux inventer quelque chose que les autres n'ont pas inventé? C'est comme ça que lorsque j'ai découvert les formes de poèmes, parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de formes de poèmes qui existent, le rondo, la ballade, le lait, le sonnet, le virilet, etc. Et quand on va vers le Japon, on en trouve encore le haïku, le waka, le tanga, etc. J'ai cherché une forme de poème particulière pour l'Afrique que je n'ai pas retrouvée. J'ai cherché partout, je n'ai pas retrouvé. J'ai dit, peut-être ça existe, mais moi, comme je n'ai pas retrouvé. J'ai dit, et si moi je crée une forme de poème? Peut-être ça va être en tout cas une forme de poème qui appartient non seulement au Mali, mais aussi en Afrique de façon générale. C'est ce qui m'a poussé à réfléchir. Et c'est là à trouver que j'avais déjà publié mon premier livre. Et les gens disaient, tes poèmes sont courts. Écris des poèmes longs pour pouvoir les déclamer 2-3 minutes. Parce que les poèmes sont bons à entendre, mais ce sont des poèmes courts. Au moment où on commence à prendre goût de ce que tu lis, le poème prend fin. Je dis, d'accord, je vais tenir compte de cette critique. Et en tenant compte de cette critique, je suis allé écrire des poèmes de 100 vers, maintenant en structurant selon la forme que je veux. C'est comme ça que c'est. D'où la canphonienne et les canphoniens. En tout cas, vous avez vraiment su créer la différence. Et parlons maintenant de la longueur, vous en avez parlé. Oui. Parlons de la longueur. C'est parce que peut-être ce sont des poèmes qui devraient être déclamés, raison pour laquelle ce sont des... Tout à fait. Il n'y a pas une autre raison particulière pour le 100, il n'y a aucune raison particulière pour le chiffre 100. D'accord. Mais il n'y a pas de poèmes qui dépassent le chiffre 100? Non, tout est 100 vers. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un peu
le système d'édition, les anciens textes, les recueils de poèmes anciens et les recueils de poèmes de notre époque ne sont pas forcément publiés de la même manière. Par exemple, lorsque vous lisez le recueil de poèmes de Amadou Ibrahima Issebéré, vous allez vous rendre compte qu'à la fin d'un vers, si le vers ne finit pas, on descend juste un peu en bas. Hein? On écrit le reste en bas, mais on laisse, c'est-à-dire on ne va pas à la ligne pour commencer à réécrire. On écrit le reste en bas, sur la ligne qui suit. Je n'ai pas respecté cela ici. C'est pourquoi souvent on a l'impression que ça fait deux vers, mais c'est toujours un vers, parce que c'est la suite du vers qui continue. Voilà. Ça c'est vrai, j'ai remarqué ça. Tout à fait. Maintenant, parlons toujours du style de l'écriture, de cette style particulière que vous avez utilisé. Vous annoncez le titre du prochain livre, du prochain poème. Dans la dernière strophe du poème qui le précède. Maintenant, n'est-ce pas une façon aussi de guider le lecteur ou de donner une petite idée au lecteur du poème qui va venir? Oui, il y a ça, mais ça va au-delà de cela. Parce que si vous dites que c'est une façon de guider le lecteur, lorsque vous allez arriver au dernier poème, là on se rend compte que c'est le titre du premier poème maintenant qui apparaît. Donc cela échappe un peu à votre interprétation. Votre interprétation, je partage ça. Mais en réalité, moi, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait juste pour montrer quelque chose que j'ai en tête. Selon moi, les hommes sont liés les uns les autres. On est tous liés l'un à l'autre. Tu trouveras que je suis lié à toi, toi tu es lié à une autre personne, lui aussi. Personne n'est totalement indépendant, libre de tout le monde, non. Chacun est lié à l'autre. Donc c'est pour montrer cette liaison, nous sommes sous forme de chaîne. Je suis lié à toi, toi tu es lié à l'autre, l'autre est lié à l'autre. Donc les poèmes là aussi sont liés. C'est pourquoi le premier est lié au deuxième, le deuxième est lié au troisième sous forme de chaîne et le dernier est lié au premier, pour dire que personne n'est complètement indépendant. On est tous liés à l'autre. Mais cette idée d'indépendance, je l'ai traitée dans un sens philosophique aussi, avec beaucoup de provocation dans les éternels dominés. D'accord. En tout cas, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes sur Actuel Média. Et pour ne pas manquer nos émissions, vous pouvez vous abonner sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, ou sur notre site internet à www.actuelmedia.net. Nous sommes toujours avec Modibo Ibrahima Kanfo et nous parlons de devoir de changement. Modibo Ibrahima Kanfo. Comme je ne dois pas vous appeler par le nom de votre père, alors nous allons toujours parler de ce recueil de poèmes qui relève vraiment de l'innovation. Alors dans le poème intitulé Tu comprendras, vous dites ceci. Je vais peut-être lire la partie. Je vais lire la partie. D'accord. C'est la troisième strophe. Vous dites, à travers ces multiples épreuves, te prouvera un jour un étrange visage pour davantage te définir son identité et tu comprendras certaines réalités. Un jour, quand tu emprunteras la voie de la littérature, au cœur de tes découvertes, tu comprendras que les signes d'hier pour être félicités étaient soumis, alors que ceux d'aujourd'hui préfèrent que tout soit permis. Aujourd'hui, tout est permis, et dans la forme et dans le fond, de l'ordre au désordre, de l'homogénéité à l'hybridité, la poésie déconne et les romans déraillent. Tout à fait. Du triomphe de l'inter sort la mondialisation littéraire. Tout à fait. Là, vous parlez un peu du style d'écriture. Je parle même de l'évolution de la littérature actuelle. Oui. C'est-à-dire quand j'ai dit les signes d'hier pour être félicités étaient soumis, les signes, il s'agit des grands poètes. Ce sont les grands poètes d'antan. Quand je dis hier, il s'agit des grands poètes de l'époque. C'est un mot que je ne connaissais pas, j'ai cherché le sens. Ça fait référence un peu à, je ne sais pas, c'est un genre d'oiseau. Oui, ça c'est le cygne, mais il y a aussi les cygnes comme poètes. Poètes depuis l'époque de l'Antiquité, on les appelait des cygnes ou encore des zaïdes. Et les zaïdes. Voilà, et les cygnes, c'était ces grands auteurs, ces grands poètes qui ont commencé à écrire des odes, des grands poètes qui ont commencé à écrire des sonnets, des grands poètes qui ont... Là, et pour être félicité, pour être un grand écrivain de l'époque, un grand poète de l'époque, il faut écrire un sonnet, ou il faut écrire l'ode, ou il faut écrire une autre forme de poème qui est reconnue par tout le monde. En ce moment, on t'applaudit.
Mais j'ai dit, alors que ceux d'aujourd'hui préfèrent que tout soit permis. C'est-à-dire, nous, les auteurs d'aujourd'hui, nous voulons la liberté. Depuis, à partir du XXe siècle, on est allé vers le surréalisme, la poésie libre. Donc, pour être un grand auteur, pour nous, tu n'as pas besoin d'écrire un sonnet, tu n'as pas besoin d'écrire un tanka, mais il faut écrire juste un poème libre qui touche le public. En tout cas, pas besoin de connaître les règles de la versification aussi. Donc quand je dis justement, parce que toutes les règles de la versification, tout cela c'est respecter les règles, c'est être soumis à quelque chose. Mais les poètes d'aujourd'hui disent que non, nous on ne va pas respecter les rimes, nous on ne va pas respecter les formes de poèmes, on ne va pas respecter la métrique, etc. Voilà, donc quand je dis de l'ordre, aujourd'hui tout est permis dans la forme, dans le forme, effectivement tout est permis. Quand on lit aujourd'hui un roman, on se demande si c'est un roman. J'ai vu un grand critique qui est allé jusqu'à dire que parce que le roman est en crise, le roman est en crise depuis le début du XXe siècle, d'où l'avènement même du nouveau roman. On lit un roman, on retrouve là-dedans la poésie, on lit un roman, on retrouve la nouvelle. Par exemple, tout à fait. Par exemple, moi je suis sur un roman où le personnage principal est un écrivain. Il commence par la poésie, après il pense qu'il est fort, il commence à écrire des nouvelles, après il pense qu'il est fort, il commence un roman dans le roman. Dans le roman. Donc le roman déraille, hein, la poésie aussi déconne. Quand vous allez lire certains poèmes ici, vous allez voir qu'on est en train de suivre la narration là-dedans. C'est-à-dire des poèmes narratifs. Alors que la narration est un genre propre au récit. Au récit, oui, au roman. Donc la poésie aussi a déconné. Ça c'est vrai. Voilà. Donc le triomphe de l'inter, c'est le fait qu'aujourd'hui on se tend vers l'inter dans tous les sens, intertextualité, intermédialité, intergénéricité, intersémioticité, etc. La littéraire. Mais moi je me demande, est-ce que ce changement-là ne va pas faire perdre à la poésie ses valeurs classiques? Bon, il reste à savoir que signifie valeur en poésie. C'est-à-dire, c'est justement là le problème. Il y a certains qui vont toujours apprécier la poésie en fonction de la poésie ancienne. Il y a d'autres qui vont aimer la poésie en fonction de ce que les poètes d'aujourd'hui sont en train de faire dans la poésie. Celui qui trouve que c'est la poésie moderne qui est mieux que la poésie classique, lui trouve que la poésie n'est pas en train de perdre sa forme. Mais celui qui trouve que la meilleure poésie est la poésie de ce que les auteurs faisaient avant, lui trouve que la poésie est en train de perdre sa forme. C'est pourquoi en littérature, on parle surtout de la querelle des anciens et des modernes. Il y a toujours cela. Certains vont penser que oui, les anciens sont toujours les meilleurs. D'autres vont penser que non, on peut les dépasser, ce sont nous les meilleurs. Donc moi, je pense que cette interprétation, tout ce qu'on va dire, ça va dépendre de la conception de la personne vis-à-vis de la poésie. Moi, je respecte beaucoup les anciens poètes, je respecte beaucoup aussi les poètes modernes. Je trouve qu'ils sont tous en train de faire quelque chose de bon, quelque chose de magnifique, qui est la promotion de l'art, qui est la contribution au rayonnement de l'art. En tout cas. Et bon, quand même dans votre œuvre, cette œuvre-là, vous n'avez pas transgressé les règles de la versification. Vous les respectez bien, mais vous innovez seulement. Peut-être, je me suis dit que vous êtes peut-être pour l'ancienne génération. Vous adoptez les règles de l'ancienne génération, mais peut-être vous ajoutez une touche personnelle qui vous différencie des autres, n'est-ce pas? Bon, quelque part, je peux dire que je ne respecte pas trop ce que les anciens ont fait. Par exemple, en écrivant les poèmes, je n'ai jamais pris le temps de compter le nombre de syllabes. Donc si les nombres de syllabes donnent la même chose, ce n'est que par pure coïncidence. Je n'ai jamais compté le nombre de syllabes. La rime également, des fois je voyais que la rime sortait, des fois ça ne sort pas. Parce que quand j'ai commencé à écrire ces poèmes, c'est là à trouver que j'écrivais beaucoup de poèmes avec des rimes. Donc j'étais un peu influencé par ça. Donc la rime est revenue quelquefois. Je ne l'ai pas enlevée, mais il y a des vers qui ne sont pas rimés. Oui, mais pas trop. Hein. Voilà. Pas trop quand même. Voilà. Donc il y a quand même il y a ça. Si les vers ont le même nombre de syllabes, c'est pas pure coïncidence. Mais il y a des thématiques, en tout cas des thématiques anciennes comme le lyrisme personnel, l'amour, le soi, ou encore le lyrisme social, lutter contre l'injustice, venir au secours de la société, inviter les autres à faire ceci, à aller vers l'humanisme,
qui est propre, n'est-ce pas, au romantisme, c'est là quand il revient. Il y a même le symbolisme qui revient. Des fois, je dis des choses de façon symbolique, c'est au lecteur maintenant de deviner et de comprendre ce que ça veut dire. Il est même arrivé quelquefois que je coupe certains mots, par exemple le mot séparation, je laisse les IONS. Bien sûr, les trucs, les astérisques. Tout à fait, pour laisser au lecteur d'imaginer et de supposer qu'il s'agit de la séparation. En tout cas, alors moi je vais toujours parler de cette innovation-là. D'accord. Je vous rappelle que M. Ibrahima Kanfo, c'est mon professeur. Et il nous a enseigné la poésie européenne, la poésie francophone non africaine. Et bon, durant ces cours-là, vous nous avez parlé des poètes belges, des poètes canadiens. Tout à fait. Et moi, j'ai fait une petite analyse. Maintenant, parlant de la 3e génération, les poètes canadiens de la 3e génération. Tout à fait. Et ce sont des poètes qui ne respectent pas les règles. Contrairement à vous, vous respectez les règles de la versification. Tout à fait. Maintenant, ils ont fait 2 pratiques que vous avez aussi fait. D'accord. Maintenant, moi, je me suis dit, est-ce que vous n'avez pas été influencé par ces poètes-là? Bon, je vais dire que je n'ai pas été influencé par les poètes canadiens. J'ai écrit le livre en 2020. En 2020, j'étais encore un étudiant en master. Je n'avais pas encore tellement découvert la poésie canadienne et la poésie belge. J'étais beaucoup dans la littérature francophone, surtout dans la littérature française. Et ce n'est qu'après que les recherches se sont élargies, je suis allé vers d'autres sens. Mais ce n'est pas surprenant parce qu'on a vu que la poésie canadienne et la poésie belge ont été largement influencées par la poésie française. Et j'étais justement dans la poésie française. On pourra peut-être parler d'une influence de la littérature française. Et cela est logique parce que même dans les programmes universitaires, dans les programmes scolaires, il y a toujours la littérature française qui revient dans les classes de lettres. On parle de la poésie africaine, mais on ne va pas trop en profondeur. C'est-à-dire que la littérature française occupe une place que même la littérature malienne n'occupe pas. Donc cela fait qu'aujourd'hui, ceux qui écrivent, ceux qui enseignent, tous ceux qui sont dans le domaine de la littérature d'une quelconque manière, vont être influencés consciemment ou inconsciemment par cette littérature. En tout cas, je comprends maintenant. Et maintenant, parlons des figures de style employées dans le livre. Vous avez utilisé la métaphore, il y a aussi l'anaphore. Mais vous avez plus utilisé l'anaphore. Il y a tellement d'anaphores dans les livres. Moi, je me suis dit, pourquoi ce choix-là? L'anaphore, bon, justement, c'est une figure de répétition. C'est une figure que beaucoup d'orateurs utilisent. Orateur, que ce soit un griot, orateur, que ce soit un prêcheur, orateur, que ce soit un poète, un slameur. On utilise l'anaphore pour insister sur ce qu'on est en train de dire. Et les artistes surtout, les écrivains, les poètes, les slameurs, et ils utilisent pour donner une musicalité à la poésie, parce que la poésie est avant tout un genre musical. Donc il faudrait qu'on sente de la musicalité dans la poésie. À défaut des rimes, il faut des figures de répétition.